quatrième partie, et donc l'analyse du cas qui vous a été présentée tout à l'heure en fin de première partie. Merci. Alors effectivement, sur cette deuxième partie de l'atelier, on va pouvoir se focaliser sur des choses un petit peu plus concrètes. On va pouvoir être peut-être un petit peu moins généraliste, même si c'est toujours difficile. Et donc, juste avant de se quitter pour les symposiums et la pause respectivement, on vous avait interrogé sur, au hasard, les 4 bases de données qui étaient censées être agréées par la Haute Autorité de Santé. Vous aviez à peu près tous réussi à distinguer ces bases-là dans la majorité. Et donc, si vous vous souvenez, juste avant la pause, je vous avais présenté un cas somme toute assez classique, mais qui, vous le voyez tout de suite, peut présenter quelques subtilités. Alors évidemment, on ne va pas aller au bout de chaque chose, parce que le temps ne nous le permet pas, mais l'idée sur ce cas-là, c'est de prendre 3 exemples précis d'outils, enfin de problèmes médicamenteux qui pourraient vous amener à devoir réfléchir. Alors, on a parfois quelques abus de langage, on a tendance à dire l'analyse pharmaceutique avec telle base a donné ça. Avant toute chose, voilà, c'est nous qui analysons en nous servant éventuellement de base. Alors ce que je dis est très théorique, bien sûr, parce qu'on en revient tous à ça, mais c'est important de considérer ces outils, on va le voir comme des outils, comme ce qu'ils sont, et pas comme quelque chose qui fait foi dans tous les cas. Alors il y avait eu un papier en 2015 qui justement faisait un point rapide sur les 4 bases de données médicamenteuses françaises agréées en 2015 par la HAS, qui vous expliquait assez bien d'où ces bases-là tiraient les différentes informations qu'elles vous présentaient pour les analyses. Et puis surtout, moi j'aime bien ce papier de 2013, un papier français qui avait pris 50 prescriptions de tests et qui en fait, en passant ces 50 prescriptions sur les 4 bases de données, vous ne serez pas surpris, démontrer qu'il y avait un faible niveau de pertinence globale avec un taux de détection des interactions médicamenteuses notamment qui était très insatisfaisant. D'accord ? Cette étude montrait 2 choses. La première, c'est qu'au-delà de la base, c'est vous qui restez le cerveau, si je puis dire. La seconde, c'est qu'il n'est pas inintéressant de chercher à combiner les bases. Alors, on va prendre un exemple de quelque chose qui pourrait sonner ou pas en fonction du logiciel que vous avez en passant. Donc là, on va se mettre dans la situation où vous avez alors soit vous le savez d'avance, soit vous ne le savez pas, et quand vous passez au crible tout cela par une base appropriée, vous avez un signal qui vous dit attention, il se passe quelque chose. En l'occurrence, il semblerait qu'il y ait quelque chose à remarquer entre un médicament anticancéreux et un médicament du domaine des antiagrégants plaquettaires. Et je crois qu'il est temps pour moi de vous poser une petite question. Alors, sur quelque chose qui sonnerait comme ça entre le paclitaxel et le clopidogrel, quel type d'intervention auriez-vous envie, en tout cas, seriez-vous amené à proposer ? À partir de maintenant, qu'on soit clair, je pense qu'on est tous ici professionnels de santé, il ne va pas y avoir forcément uniquement 1 ou 2 bonnes réponses. On a choisi de façon assez volontaire des cas de figure qui justement peuvent amener à la discussion, et on n'aura peut-être pas forcément tous et toutes les mêmes sensibilités par rapport à notre expérience, à notre recul. Alors, je vais vous aider un petit peu parce que je me rends compte que c'est bien quand même de dire ce que la base va indiquer. La base est censée indiquer que le premier terme, qui est le clopidogrel, va être amené à surexposer potentiellement le patient au deuxième terme, qui est le paclitaxel. Il y a une histoire d'inhibition enzymatique sur un cytochrome de C8. Alors, donc là, voilà, finalement, on se retrouve avec, de mon point de vue, quelque chose de très intéressant, c'est que d'emblée, vous auriez quand même plus envie d'aller modifier le traitement antiagrégant que le traitement anticancéreux. Je dirais qu'il y a quand même une certaine logique dans votre démarche que je ne peux que rejoindre. Effectivement, sur ce genre d'interaction, on sait qu'il est toujours plus difficile d'aller modifier un traitement anticancéreux, quoique, ça dépend des cas de figure. Donc vous, dans la majorité, vous auriez envie de changer le clopidogrel vers un autre antiagrégant, au hasard, sans citer de nom de marque, l'aspirine à faible dose, par exemple. Il y en a quand même une certaine proportion d'entre vous qui ne feraient rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le signaleriez pas. Vous pouvez le signaler sans rien faire. Certains d'entre vous auraient tendance à réviser les prises ou les modalités de prise ou je ne sais pas quoi avec le clopidogrel.
Très peu changeraient le protocole de chimie, ou en tout cas proposeraient bien sûr à le changer, mais il y a quand même une proportion intéressante qui souhaiterait réduire la posologie de paclitaxel. Je vous le dis parce que je crois que je ne l'ai pas mis dans la diapo d'après, mais quand on passe ce type d'interaction, je reviens sur mon truc, au crible des bases de données françaises, il n'y a pas grand-chose qui sonne. Il y a des bases de données qui vous disent absolument rien. Par contre, si vous le passez sur une base de données américaine qui s'appelle drugs.com, vous avez quelque chose qui est qualifié de moderate, avec des explications très intéressantes, de la littérature derrière, mais des explications qui sont basées sur des cas qui ne sont pas tout à fait appropriés au cas qu'on a ici. Il y a un autre outil, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est surtout connu pour son versant HIV et qui est fourni par l'Université de Liverpool, c'est Cancer Drug Interaction. C'est un outil qui est en construction, il n'est pas encore complet, il manque beaucoup de molécules, mais c'est un outil qui n'est pas inintéressant à utiliser pour compléter et qui propose en plus, voyez, des espèces de genèse de tableaux assez synthétiques et assez clairs pour le côté pédagogique de l'interaction. Mais en fait, on se rend compte que même ces bases-là, elles ne sont pas hyper précises. On a un niveau d'évidence qui est vraiment faible pour l'une, on a l'autre qui prend des exemples qui sont un petit peu à côté de la plaque. Et en fait, si on creuse bien, et peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu passer, mais il y avait une com à un congrès de gériatrie il y a quelques années, qui avait été suivi d'un papier dans un journal qui est quand même très coté en pharmacologie, et qui, lui, avait vraiment confirmé sur une très très large cohorte, c'est une étude de pharmacoépidémio, qu'il y avait bien un surrisque significatif de neuropathie périphérique avec le paclitaxel lorsqu'il était associé au clopidogrel, que cette toxicité par contre ne se retrouvait pas en termes d'hématotoxicité, mais qu'à côté, là, le commentaire était très intéressant, là à côté les auteurs estimaient qu'au vu des demi-vies respectives des deux molécules, il était tout à fait possible de s'affranchir de cette interaction cliniquement pertinente en décalant simplement la prise du clopidogrel de 10 à 12 heures, voire même, je partage un peu cet avis, de sauter le jour de chimiothérapie, la prise de clopidogrel. Voilà. Là, c'est un exemple qui est peut-être un petit peu pointu, pas dans le sens complexe, mais parce qu'il n'est pas forcément évident de prime abord, où vous avez des bases françaises qui ne sont pas au niveau, où vous avez même des bases américaines et un peu plus spécifiques qui ne sont pas forcément au niveau non plus. Certains d'entre vous auraient envie de me souffler, et DDI Predictor, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas grand-chose parce qu'en fait, on n'a pas le clopidogrel, je crois, dans DDI Predictor, il n'y a pas encore toutes les molécules non plus. Et donc là, finalement, vous avez un cas de figure où on pourrait, je comprendrais qu'on ne propose rien. Parce que le risque, il a été publié dans une belle étude, mais il n'y en a qu'une seule. On pourrait très bien décaler les prises, baisser la dose de chimio, ça paraît peut-être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Donc vous voyez, je vais peut-être d'ailleurs m'arrêter là et solliciter peut-être une intervention. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur ce type de cas ? Un point de vue peut-être différent de celui que j'ai pu vous apporter. Eh bien, si c'est clair pour tout le monde, on va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, vous avez une base de données qui va également sonner entre un médicament de prévention des nausées et vomissements que vous connaissez bien, qui nous embête pas mal finalement, parfois d'un côté uniquement théorique, et puis un opiacé. Et effectivement, moi je vais vous reposer une question. On vous dit que l'aprepitant surexpose le patient à l'opiacé qui est l'oxycodone. Voilà, on vous dit ça, ça sonne. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire de ce genre d'interaction ? Donc on retrouve à peu près les mêmes propositions. Soit on ne s'embarrasse pas et on enlève l'inhibiteur, soit on s'embarrasse encore moins et on ne fait rien, soit on arrête le morphinique, soit on réduit sa posologie, soit on change de médicament opiacé. Et en ce qui vous concerne, alors il y en a quand même très très peu d'entre vous qui viendraient à l'esprit chez quelqu'un qui a peut-être des métastases osseuses de supprimer l'oxycodone. C'est quand même assez, effectivement, paraîtrait un peu surprenant d'en arriver jusque-là, mais encore une fois, pourquoi pas. Il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ne feraient rien. Une proportion également importante qui réduirait la posologie de l'oxycodone.
qui changerait de médicament opiacé. Et puis certains d'entre vous, il faut le dire, auraient tendance à dire qu'il ne faudrait pas s'embarrasser de l'inhibiteur, avec peut-être une arrière-pensée en train de se dire qu'on est sur une chimio qui contient, qui est quand même hautement émétisante, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres façons de gérer les choses. Bon, ça se discute. Et bien là, c'est pareil, vous allez voir qu'on est également très embêté dans la pratique pour prendre une vraie décision, ou en tout cas si on ne se base que sur des listes de médicaments et qu'on ne prend pas du tout en compte le patient qu'on a en face de nous. Vous avez Teriac qui vous dit qu'il ne se passe absolument rien et qu'il n'y a rien à voir. Vous avez Tesorimed qui vous dit qu'il ne se passe absolument rien. Et d'un autre côté, vous avez la base américaine qui, de l'autre côté de l'Atlantique, vous dit qu'il y a une interaction majeure. Donc vous êtes un petit grand écart au-dessus de l'Atlantique, voyez-vous, qui vous prend des exemples avec des molécules qui sont connues pour être quand même sacrément inhibitrices, peut-être un petit peu plus que l'aprepitant, on pense aux azolés notamment. Effectivement, bon, ça c'est juste la diapo pour vous rappeler que c'est vrai que l'aprepitant pose pas mal le problème, ça on le sait bien, parce qu'il est en théorie inhibiteur pendant 3 jours, puis après il devient inducteur de cytochrome, avec quand même des interactions qui ne sont pas que théoriques et qui ont été documentées comme cliniquement pertinentes. Mais le cas de l'oxycodone, il semble un petit peu complexe. Et alors, si vous faites la littérature, encore une fois, vous n'avez pas forcément la réponse à tout. Parce que vous avez un papier qui va vous dire qu'il faut suivre monitorer de manière rapprochée le patient pour la dépression respiratoire. Vous êtes très content de savoir ça. Un autre qui vous dit exactement la même chose, qu'il faut suivre les effets indésirables. Un troisième qui vous dit que c'est une interaction qui est très pertinente cliniquement. Et puis le dernier, c'est issu directement d'un des papiers de PLOS ONE qui avait vraiment étudié l'interaction en clinique et qui vous dit que oui, ça modifie l'exposition, mais a priori, ça ne nécessite pas de changer les doses. Donc en fait, personne ne nous aide là très clairement. Donc sur des cas comme ça, moi je vous avoue qu'on n'est jamais, on n'a jamais, ou en tout cas on ne peut pas toujours avoir la même attitude. Ça me paraît vraiment difficile. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment-là. Comment vous réagissez, vous, sur ce genre de situation? Si quelqu'un veut bien s'exprimer, ça pourrait être bien. Donner son avis sur ce genre de cas. Ah non, je peux pas remonter par là. Oui, là, en l'occurrence, si on doit prendre une décision, on doit en référer et à l'oncologue et au médecin qui a prescrit le médicament antidouleur, peut-être l'oncologue aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier? Enfin, c'est quelquefois difficile et on ne peut pas non plus mettre le doute auprès du patient. Donc, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas trop abordé, mais en hôpital de jour, une autre difficulté, c'est que vous avez plein d'intervenants, présents ou pas d'ailleurs, et que si vous changez un traitement régulier, en général, l'oncologue, il s'en fiche un petit peu, c'est surtout le médecin généraliste qui est content de le savoir, mais lui, il n'est pas là le jour même. Donc effectivement, voilà, j'aime bien ce genre de situation parce qu'en fait, je trouve que c'est quand même extrêmement difficile de prendre une décision. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas se baser du coup sur l'état clinique du patient, sur le fait que c'est un patient qui peut avoir des difficultés respiratoires, qui peut être souvent alité, sachant qu'en général, en hôpital de jour, les patients par principe sont plutôt en forme dans une certaine mesure. Donc voilà. Alors vous pouvez évidemment vous baser sur un outil qui est quand même extrêmement utile, qu'on appelle le DDI Predictor, mais je pense que je ne le présente plus. J'aurais pu poser la question de savoir qui le connaissait, mais à mon avis maintenant c'est quelque chose qui est bien connu et qui quelque part conforte un petit peu votre doute, puisqu'il vous dit qu'il y a en présence et en l'absence d'inhibiteurs un ratio qui est à 1,71, qui du coup ne dépasse pas 2, ce qui fait qu'il y a une interaction qu'elle n'est probablement pas pertinente et qui vous laisse avec ça. Donc en fait, jusqu'au bout du bout, vous allez rester dans le doute. Alors vous allez voir après moi ce qu'on peut proposer finalement comme approche auprès du corps médical, mais là clairement ce cas-là, moi je pense qu'il est bien de l'avoir en mémoire parce que finalement vous allez au bout des choses et puis même au bout des choses, vous restez un petit peu avec votre manque d'expérience parfois, peut-être une dose un peu trop faible. Entre nous, oxycodone 10 mg, c'est peut-être pas le plus élevé. Un patient qui a quand même une chimiothérapie hautement émétisante. Bon. Et puis je crois que j'ai un dernier cas, un peu du même type. Ce sera le dernier, je vous promets. Là, vous êtes toujours avec votre aprepitant parce que vous ne l'avez pas retiré, vous n'avez pas fait de recommandation ou d'intervention dans ce sens-là. Et la base de données vous dit qu'il y a également un problème avec un médicament qui est classiquement utilisé chez des patients de sexe masculin de 78 ans. Vous voyez, il a un peu vieilli entre-temps, c'était 75 ans tout à l'heure, pour le traitement de l'hypertrophie, enfin des manifestations fonctionnelles de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et j'aimerais également recueillir votre avis. Quel type d'intervention peut être proposé, sachant qu'on retrouve exactement le même cas de figure au niveau des bases de données. L'aprepitant augmente théoriquement l'exposition à l'alfusosine.
vous êtes moins enclin qu'à la question précédente à supprimer l'antiémétique. Ah, c'est quand même du cisplatine. La plupart d'entre vous ne font rien. Non, la plupart d'entre vous préféreraient switcher l'alfuzosinine vers tamsulosinine. C'est une réaction qui est très intéressante. On va en parler un petit peu après. Vous êtes quand même certains à vouloir se débarrasser d'un médicament qui, selon vous, n'est pas essentiel vu le cas de figure pathologique dans lequel est le patient. Et puis certains d'entre vous aimeraient tout simplement adapter la posologie d'alfuzosine. Et là-dessus, au-delà des bases de données, j'attire votre attention sur un papier de 2-3 ans aussi qui avait été écrit par quelques membres de la Société française de pharmacie clinique que j'avais trouvé également très intéressant parce que en fait, ils se sont posés exactement la même question. Ils ont fait un constat intéressant, c'est qu'en théorie, il y a une interaction médicamenteuse, qu'en plus, si c'est de l'alfuzosine, elle est contre-indiquée selon les bases de données. Si c'est de la tamsulosinine, elle devient déconseillée. Donc une petite gymnastique intellectuelle qui a beaucoup contrarié les auteurs de ce papier-là. Et puis enfin, alors vous vous rappelez, l'alfuzosine, en théorie, l'effet le plus à craindre, c'est l'effet antihypertenseur. Du coup, et on est quand même chez des patients qui sont assez âgés. Sauf qu'en fait, en pratique, ils avaient fait toute la littérature et ils avaient montré qu'il n'y avait aucune preuve documentée, j'entends, d'une interaction cliniquement pertinente. En gros, il n'y avait pas plus d'incidents, je crois que c'est à peu près 8%, il me semble, l'incidence, il n'y a pas plus d'incidents cardiovasculaires en présence d'inhibiteurs qu'en absence d'inhibiteurs, quels qu'ils soient. D'accord ? Moi, j'ai quand même un commentaire que je fais souvent. Le risque, clairement, c'est l'hypotension, donc on peut avoir une arrière-pensée sur tout ce qui va être risque de chute, par exemple. Point de vue qui reste le mien, qu'on peut tout à fait discuter, c'est que chez un patient d'un certain âge qui vivrait tout seul, qui serait peut-être un petit peu dément, selon vous, ou selon le corps médical, et qui aurait une maison avec étage, ça peut-être s'entendre de discuter avec le médecin généraliste pour mettre en veilleuse ou changer de molécule, pourquoi pas. Dans les autres cas de figure, chez des patients un peu plus jeunes, un peu vaillants, peut-être un peu moins. Sur quoi je me base ? Pas grand-chose, vous le comprenez bien, je vous ai parlé d'opinion personnelle, donc un niveau de preuve qui est quand même extrêmement faible. Donc la même question va revenir, est-ce que vous avez une opinion un peu différente de ce type d'interférence, de la gestion à faire de ce type d'interaction ? On peut utiliser d'autres arguments, par exemple chez le sujet âgé, la tamsulosinine, la gélule, elle peut s'ouvrir si on observe des troubles de la déglutition. C'est un autre pour la négociation avec le patient, c'est un autre argument. Bien vu le côté gériatrie. Non, mais bien vu. Effectivement, on en dira un petit mot après des dysphagies, mais tout à fait, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un autre point de vue ? Oui ? Je dis, ce serait quoi le risque si on enlevait l'alfuzosine ? Si après on a un blocage urinaire et qu'on n'a plus de diurèse, on sera embêté aussi, donc il faut y penser. De toute façon, quand on parle d'intervention, c'est pas vous que je vais apprendre que l'intervention se fait auprès du médecin, de toute façon. Donc il y a une discussion à avoir auprès du médecin de savoir quel était l'état antérieur finalement de cette prostate. Est-ce qu'elle est vraiment contraignante ou est-ce que c'était juste un patient très demandeur de traitement ou pas ? Encore une fois, typiquement, la conclusion de ces trois cas-là, c'est quoi ? C'est alors surtout les deux derniers, c'est qu'une fois que vous avez analysé vos médicaments, que ça a sonné de partout et que vous avez fait la biblio, vous n'êtes pas forcément toujours plus avancé, en fait. Et que des fois, ça va être l'entretien que vous avez eu au préalable, votre expérience. On a beau dire ce qu'on veut, on peut faire toutes les formations du monde, mais il y a un côté expérience qui est fondamental. On en parlera tout à la fin en un mot, mais l'échange avec les collègues, je pense que dans ce genre d'activité, on a tout intérêt à créer des réseaux, déjà au niveau territorial et puis même après, pourquoi pas un peu plus à grande échelle, pour savoir pourquoi des collègues qui sont à 100 km de chez nous feraient totalement différent de nous, par exemple. Il n'y a pas forcément de raison, d'accord ? Donc voilà, c'est aussi un point de vue que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez encore un commentaire avant qu'on passe à la suite ? Je vais vous laisser un micro. S'il le prenait son médoc. On aurait pu lui demander effectivement déjà s'il le prenait bien, tout à fait. L'après-pitant, il est donné sur 3 jours par rapport à l'alfuzosine qui est en chronique. Tout à fait. En général, il faut bien rappeler que l'effet inhibiteur, il est connu pour être inhibiteur que 3 jours au maximum, effectivement. Donc quel est l'effet sur 3 jours d'un risque hypotenseur ? Encore une fois, moi, c'est des choses que je vais exposer au corps médical. C'est pas moi qui ai la réponse, mais c'est un élément en plus qu'on rajoute souvent et qui, en général, détend un petit peu tout le monde, quoi. Oui, moi je voulais dire qu'on n'a pas forcément de réponse à apporter, c'est-à-dire que
quand effectivement on a des doutes ou effectivement le ratio de DDI est limite, il y a vraiment un intérêt là de se retourner vers le médecin traitant parce qu'on n'a pas toujours, nous, toutes les infos. Par exemple, dans ce cas-là, est-ce que le Xatral est vraiment utile? Peut-être que non et peut-être qu'on pourrait s'en passer. Et donc, juste alerter. Je pense que notre rôle, c'est aussi sur des cas comme ça, d'être sentinelle et de dire, effectivement, dans la théorie, il y a peut-être un risque. Et donc, vous, médecin traitant, soyez vigilants sur ce cas-là et adaptez éventuellement parce que peut-être que ce n'est pas nécessaire. Je vous rejoins complètement sur le fait qu'en fait, souvent, alors déjà, quand il n'y a pas de problème, il faut le dire, et quand il y en a un comme ça qui est un problème dont la relativité est difficile à appréhender, le fait rien que de le dire fait que s'il y a un incident, au moins, le corps médical pourra y penser et savoir que ça peut venir de là, même si la fréquence est probablement faible. Je suis d'accord. Alors, je crois qu'après, alors oui, je voulais juste vous présenter également donc, le thésaurus des interactions médicamenteuses. C'est une autre source encore. Je m'en sers à titre personnel, pas tout le temps. Hein. Clairement, je m'en sers de temps en temps, mais là, comme la version est sortie il y a 4 ou 5 jours, la nouvelle version 2019, je vous transmets l'information. Et puis à côté, je vous remets le DDI prédicteur de l'interaction entre l'aprepitant et la tamsulosin, parce que l'alfuzosin n'est pas encore référencé. On est encore une fois à un nombre qui ne vous aide pas plus que ça et qui confirme uniquement une chose, c'est votre doute. Alors voilà, ça c'est des exemples de phrases, mais alors c'est encore une fois, on est sur des choses qui sont uniquement de l'ordre de l'exemple. Des exemples de phrases qui pourraient se retrouver dans un compte-rendu pharmaceutique, j'anticipe un petit peu la suite. Pour le premier cas, rappelez qu'il y a une interaction, qu'on a proposé aux patients de supprimer la dose de la prise de clopidogrel en accord avec l'interne d'oncologie du service, et on transmet cette information-là aux collègues officinales et aux médecins traitants. Sur la deuxième, moi, je trouve que c'est intéressant de rapporter les rapports donnés par des DDI prédicteurs parce que ça assoit énormément la pertinence de nos interventions en oncologie, mais pas que, évidemment. Et le fait de dire qu'on a vu qu'il y avait quelque chose, mais qu'au vu de la dose et du faible ratio, le quelque chose est très probablement non pertinent. À mon sens, ça permet au moins effectivement d'avoir ce rôle, j'aime bien le mot-clé, de sentinelle, sans pour autant avoir réellement une action derrière de modification, quelle qu'elle soit, de la prise en charge. Et puis un petit peu la même chose sur la dernière, je ne vois pas pourquoi on ne citerait pas nous aussi la littérature, en disant bien qu'il y a un risque théorique, mais qu'en pratique, ce risque n'a jamais été documenté de quelque façon que ce soit. Donc ce sont des exemples qui sont peut-être un peu loin à lire, mais qui peuvent servir à composer un compte-rendu pharmaceutique. Et puis, je vais passer la parole à ma collègue pour aller sur des problématiques encore en lien avec la phytothérapie. Il y a un sketch ? Je vais parler directement. Pardon. Non, c'est bon. Donc, je vais vous présenter un autre cas. Donc là, c'est plus basé sur l'analyse des thérapies complémentaires. Donc, c'est une patiente de 69 ans qui a un cancer du côlon. On reprend le cas de tout à l'heure dans la première introduction. Donc, on a plus d'informations sur ces traitements. Donc, elle a des différents antécédents. Donc, après l'entretien avec la patiente, on a réussi à avoir les données dont je vous parlais tout à l'heure, donc les données concernant le fabricant et puis les modalités de prise. Et donc, la question quiz. Donc, pour votre analyse, quelle source d'information devez-vous regarder en priorité? En premier, les informations du fabricant, la base de données académique type MSKCC ou EDRIN, la pharmacopée française, les données de l'EMA, les données de l'ANSES ou uniquement la littérature publiée dans les bases de données type Medline. Ok, donc en priorité, vous êtes majoritaire à regarder les bases de données type MSKCC ou EDRIN. Dans un quart des cas, vous allez regarder les informations du fabricant et après les données plus réglementaires type pharmacopée, EMA, peu vont regarder l'ANSES.
Voilà. Ah, ouais, remonte. Donc je vais vous présenter le circuit d'analyse qu'on fait nous. Donc nous, en priorité, on va regarder les informations concernant le fabricant. Le premier objectif, c'est d'analyser le circuit d'approvisionnement. Déjà, on va regarder le statut du produit. Si c'est un médicament, on sait qu'on est dans un circuit pharmaceutique avec un monopole, et donc le circuit il est sécurisé. Concernant les compléments alimentaires, donc l'autorité compétente, c'est l'ANSES. Donc on est plus de l'ordre du médicament. Donc le circuit, il peut être moins sécurisé. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est déjà si l'étiquetage il est conforme. Il doit y avoir la mention dessus que c'est bien un complément alimentaire, que n'a pas d'objectif thérapeutique. Il doit y avoir les conseils d'utilisation sur l'étiquetage, la composition, c'est obligatoire, et des phrases types obligatoires, c'est de ne pas dépasser la dose journalière recommandée, de tenir hors de portée des enfants. Il doit y avoir une date limite, enfin un numéro de lot et une date limite de conservation. On peut aussi regarder sur la composition parce que là, il y a une réglementation. Il ne doit pas y avoir dans le contenu du complément alimentaire un produit de la liste B de la pharmacopée française. La liste B de la pharmacopée française, c'est les plantes médicinales utilisées traditionnellement pour lesquelles la balance bénéfice-risque est en défaveur, où il y a potentiellement des effets indésirables par rapport aux effets bénéfiques attendus. Et puis quand même, il y a une liste qui existe des plantes autorisées dans les compléments alimentaires. Par exemple, dans le cas présent, dans cette liste, il n'y a pas le desmonium et le curcuma. Donc théoriquement, on ne devrait pas les avoir dans les compléments alimentaires. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de lire le rapport de l'Académie nationale de pharmacie sur les compléments alimentaires contenant de plantes qui a été publié au courant d'année, qui est très pédagogique et très très bien fait. Et puis vont venir bientôt des recommandations SFPO sur les plantes et compléments alimentaires dans la prise en charge du patient atteint de cancer qui permettront de vous aider normalement, j'espère, sur ces points-là. Le deuxième objectif de regarder les données du fabricant, c'est d'identifier un mésusage. Par exemple, dans le cas ici, la patiente, elle prenait du gingembre 2 gélules par jour, voilà, alors que sur le complément alimentaire, il est recommandé de faire des cures de 20 jours et de ne pas le prendre en continu, et que ça doit être une prise occasionnelle. Donc là, on est face à un mésusage, il faut recommander à la patiente de se limiter à ce qu'il y a de recommandé par le fabricant. Je rappelle les recommandations de l'ANSES. L'ANSES, elle recommande d'éviter des prises prolongées, répétées ou multiples au cours de l'année sans demander conseil à un professionnel de santé. Donc elle parle vraiment de cure et pas de traitement, enfin pas de prise, je dis traitement mais il ne faudrait surtout pas utiliser ce terme-là, de prise au long cours de traitements complémentaires, enfin de compléments alimentaires, et de respecter scrupuleusement les conditions d'emploi fixées par le fabricant, qui est responsable de la sécurité des produits qu'il commercialise. Et puis, en troisième lieu, on va analyser le risque. Donc, j'ai fait une synthèse des risques liés au profil de notre cas clinique. Donc, c'est une patiente qui a des antécédents cardiovasculaires, et donc elle a un risque de majoration des risques cardiovasculaires liés à ces traitements qu'elle a, donc le 5-FU, le cétron et le fluoxétine. Il y a un risque d'hypertension avec le bevacizumab. Il y a un risque hémorragique puisqu'elle a du cartégique, et il y a des cas avec le létrozole aussi, il y a des cas d'hémorragie vaginale. Excusez-moi.
Il y a un risque hématologique, de syndrome sérotoninergique lié aux fluoxétine et au cétron et d'interaction pharmacocinétique. Et donc après, on va analyser les bases. Donc les bases académiques donc, que vous avez citées, type EDRIN, auquel on a accès via Teriac. Donc c'est une des bases de données les mieux référencées, où on peut trouver beaucoup de médicaments, beaucoup de plantes. Il y a aussi la base de données MSKCC. Normalement, si on associe, on avait fait une étude, normalement, si on associe notre recherche sur ces deux bases de données, on couvre 80% des plantes concernées, et puis on a un bon référencement du risque lié à l'utilisation des plantes. Donc, ce qu'on a pu identifier chez cette patiente, c'est le risque hémorragique lié à l'utilisation du gingembre, du romarin et avec donc le curcuma. Voilà, le niveau de preuve est bien dans la base de données EDRIN, est assez bien décrit. On voit qu'au niveau du gingembre, c'est une supposition. Le niveau de preuve, il est nul. Avec le romarin, on a des données in vitro, et par contre, avec le curcuma, on a des données, cliniques. Voilà. Vous avez des questions, des remarques par rapport à cette analyse ? Moi, j'ai juste la grosse problématique qu'on a avec tous les patients qui prennent des plantes, c'est que s'ils passent par une interface pharmacie d'officine, on a facilement le principe actif, la dose, etc. Mais moi, pour le 3/4, enfin peut-être pas le 3/4, mais la moitié, c'est médecine chinoise traditionnelle, c'est la grand-mère qui fait pousser les plantes. Et là, on est dans une problématique, c'est à quelle dose agissent, et on n'a jamais vraiment la dose administrée pour voir l'interaction, enfin en tout cas dans ce que je cherche, et aussi le circuit. On a pas mal de patients qui vont se fournir sur des sites internet sans contrôle, etc. Et là, à part dire attention sur la provenance... Justement, je pense que c'est notre rôle de les éduquer et de les accompagner là-dedans, et de les aider à connaître les circuits sécurisés, et de leur montrer qu'il y a des circuits qui ne sont pas sécurisés. Je pense que le fait de regarder, d'analyser l'étiquetage, etc., c'est juste nous d'être compétents pour pouvoir mieux accompagner les patients. Parce qu'on ne peut pas faire cette analyse-là pour toutes les thérapies complémentaires quand il y en a, comme vous dites, des dizaines qui sont prises. On ne pourra pas regarder chaque laboratoire fabricant. Voilà. Merci. De toute façon, je suis sûr que dans celles et ceux parmi vous qui ont une activité, même à minima, en pharmacie clinique oncologique, vous avez toutes et tous, j'en suis certain, j'essaie de chercher un petit peu l'accord dans vos regards, connu au moins une situation bizarre comme ça, de rencontre avec une plante dont vous ignorez déjà l'existence, dont vous avez découvert qu'elle était achetée sur un site de quelqu'un qui revendique soigner le cancer 10 000 fois mieux que la doxorubicine, et qui bizarrement vend également ses plantes. Donc quelque part il y a une certaine logique là-dedans, hein. Donc voilà, on a tous des histoires à raconter, des histoires de plantes complètement farfelues. On pourrait même en écrire un guide, chacun. C'est intéressant finalement de partager également ces cas, parce que moi, à titre personnel, ça m'est arrivé une ou deux fois de contacter Émilie à Strasbourg pour des cas assez improbables. Et Émilie, effectivement, m'avait fait découvrir ce jour-là l'ANSES pour du corosol de mémoire, que je ne connaissais pas dans ce cadre-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas hésiter à contacter les collègues là-dessus aussi. Je pense que c'est vraiment important.
Alors, on va finir cette partie. Alors oui, on peut rajouter d'autres choses au-delà des problèmes d'interface. On a parlé beaucoup d'interaction, mais on pourrait parler tout simplement du fait qu'à partir du moment où vous faites un BMO, vous faites aussi un recueil des données biologiques essentielles et que des fois, vous découvrez des belles choses. Et ça peut être intéressant, des fois, de reprendre contact avec l'EMG. C'est un rôle qu'on peut se donner, on peut hésiter à le faire ou pas, mais ça dépend, je pense, des cas de figure, s'il y a une urgence selon vous ou pas. Alors on en a également donné un mot dans l'exemple sur la tamsulosine, mais je suis tout à fait d'accord, notamment chez les patients qui ont des cancers type œsophage ou ORL. C'est des patients qui vont développer parfois des dysphagies très très progressives, donc qui progressivement vont commencer à arrêter de prendre les trucs entiers et commencer à les écraser, et qui de fait n'en parlent pas souvent en fait autour d'eux parce que c'est des médicaments qu'ils ont depuis longtemps et ils changent simplement leurs habitudes. Donc ça c'est intéressant de poser aussi systématiquement la question. Il y a la question de la nutrition qu'on n'abordera pas, mais qui est également importante si vous voulez chercher des pistes de travail. Il y a des patients qui sont dénutris et pour autant le lien via l'hôpital là-dessus il est clairement à travailler. Parlez-en avec vos collègues officinaux, quand ils reçoivent des ordonnances avec CNO dessus, ils sont parfois un petit peu désemparés à juste titre. Ne pas hésiter à contacter les spécialistes quand on a un problème avec je pense que le meilleur exemple c'est les médicaments du domaine de la cardiologie. Quand on a un problème avec un médicament de cardio, par exemple de l'amiodarone entre autres, ou un bon vieux Dabigatran, je ne sais quoi, les internes d'oncologie vont rapidement vous envoyer bouler, tout simplement parce qu'on ne touche pas à la cardiologie. Le médecin généraliste, c'est pareil. Donc en fait, il ne faut pas hésiter, quand on en a la possibilité et qu'il est disponible, à contacter directement le cardiologue. En général, il n'y a que lui qui prendra une décision sur la prise en charge du patient. Ça laisse également une place à ce qu'on appelle des prescriptions. Alors, c'est pas inintéressant quand on commence à prendre en charge un patient en hôpital de jour d'en profiter pour discuter de la pertinence de maintenir 3 antidiabétiques chez un patient qui commence à perdre du poids, par exemple. C'est aussi une place qu'on peut prendre. Et puis, n'oubliez pas, encore une fois, vous l'avez compris avec les petits cas qu'on a fait, qu'il fallait prendre en compte la liste des médicaments, mais également l'état de santé du patient. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit au sujet de la discussion avec les prescripteurs. C'est vrai que quand on a des billes vraiment comme un DDI, on a quelque chose de concret à leur proposer. C'est vrai que ça, dans 100% des cas, c'est accepté. Et quand on a une preuve formelle, alors quand pour les plantes par exemple, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'argumentaire solide. Mais c'est vrai que par exemple, les interactions avec les AOD, je sais qu'à chaque fois, c'est pertinent, quoi. Donc il y en a souvent dans DDI, il y a souvent, je crois qu'il y a le Xarelto qui est le Rivaroxaban, il y en a quelques-uns, donc on arrive à avoir cette projection et du coup c'est vrai que c'est plus simple pour nous d'argumenter, ou alors avec un peu de biblio sur des cas, par exemple pour la colchicine où il y a eu vraiment des cas documentés, des alertes NSM, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est aidant, quoi. Donc, les plantes, ça reste le problème, c'est la pertinence, la dose, qu'est-ce qu'il y a dedans réellement, etc. Pas inintéressant, j'avais vu la remarque il n'y a pas très longtemps aussi de poser la question aux patients de savoir combien ça leur coûte tout ça par mois. C'est une question qui est toute bête, mais je pense qu'on a le droit de la poser. Combien vous coûtent tous ces compléments alimentaires par mois ? Est-ce que c'est 10 €? Est-ce que c'est 150 €? C'est pas tout à fait la même chose. Bref, tout ça pour dire qu'on parle beaucoup de pertinence des soins en ce moment et qu'à mon sens, on parle pas beaucoup en France de soins pharmaceutiques, on préfère la pharmacie clinique, mais il y a quand même des points de jonction. La pertinence des soins, ça peut s'entendre aussi en termes de pertinence des soins pharmaceutiques et ça en fait totalement partie, ou en tout cas vous pouvez y contribuer largement. Alors, tout ça pour dire, vous l'avez compris, que les bases de données c'est très bien, mais ça n'est qu'un soutien, sinon elles finiront par nous remplacer. Donc ça n'est qu'un soutien à votre analyse, qu'on ne travaille pas qu'avec une seule source et qu'il ne faut pas hésiter de replacer le patient au centre. On parle beaucoup de ça, c'est parfois un petit peu pompeux, mais ce n'est pas forcément faux. Replacer le patient au centre de cette analyse du bilan médicamenteux optimisé. Il nous reste 2 parties avec un créneau qui est à peu près acceptable, monsieur le modérateur. Pour l'instant, ça va. La 5e partie, une fois que vous avez fait votre analyse bien complète, bien pertinente, etc., que vous avez discuté ou avez commencé à discuter avec les différents prescripteurs et concernés, il va falloir restituer ce bilan médicamenteux, il va falloir restituer l'analyse que vous venez de faire. Et là, c'est encore pareil, il y a plein aujourd'hui d'outils, mine de rien, on vit une époque formidable, il y a plein d'outils qui nous permettent de restituer au mieux ce type d'analyse. Alors je reviens un petit peu sur le schéma qui fait office de fil rouge, même s'il n'est pas vraiment de la couleur depuis le début. Là, on a la dernière phase. La restitution, elle va commencer avant la sortie du patient. Et parfois, on se rend compte que malgré nous, parce que ça va très vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce que le cardiologue ne répond pas, ou le médecin ou le pharmacien, et des fois, la restitution elle va se poursuivre après la sortie du patient. Ce n'est pas un problème, ça dépend de quoi on parle, ça dépend des problèmes dont on parle. Qu'on soit clair, vous n'étiez pas là dans le service pendant des années, vous venez d'arriver, ça ne va pas devenir urgent d'un seul coup. Il faut aussi se le dire, il faut se rassurer, il ne faut pas se prendre la tête et mal dormir parce qu'on a eu l'impression qu'on a été trop lent et que peut-être le patient s'est mis en danger. Bon, bref.
voilà, hein, soyez modeste aussi avec vous. Alors, une petite remarque justement pour refaire un lien avec le référentiel sur la conciliation médicamenteuse en cancérologie, et je crois que c'était une des questions qui était posée aussi dans le quiz pré-atelier. Il y a eu en 2016 un décret qui a mis en route ce qu'on appelle la lettre de liaison et qui est censé avoir remplacé officiellement le compte-rendu d'hospitalisation. Et effectivement, on pourrait penser de prime abord qu'y compris dans les activités d'HDJ, la lettre de liaison, c'est elle finalement qui va servir de support et qui va servir de support pour restituer l'analyse du BMO dans un espèce de volet médicament qui pourrait parfaitement s'intégrer en théorie. En pratique, on est tous d'accord pour utiliser la lettre de liaison, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je pourrais faire un petit jeu avec un appel à main levée. Qui utilise ici la lettre de liaison dans son activité ? Voilà, bon, je ne suis pas totalement surpris. Déjà parce que même si c'est obligatoire, elle n'a pas forcément été mise en place, chacun fait ce qu'il peut, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Le deuxième élément important, c'est qu'on est tous d'accord pour bosser avec ça, sauf que techniquement, intégrer notre bilan, notre analyse dans la lettre de liaison, techniquement, là pour le coup, c'est les informaticiens qui sont les premiers à vous dire que c'est très très compliqué. Et de fait, je rebondis, les recommandations qui avaient été produites conjointement par l'INCa et la HAS, rappelez bien qu'à un moment que pour les consultations et pour les hospitalisations de jour, pour lesquelles le volet médicamenteux de la lettre ne s'applique pas, on peut tout à fait accepter un support écrit aux professionnels d'aval en précisant le traitement anticancéreux, etc., etc. Donc voilà, la lettre de liaison c'est bien, mais pour la HDJ c'est comme pour les consultes, ça ne s'y applique pas et ça paraît pas illogique. Vous aurez peut-être cette remarque-là auprès des services de communication, direction, etc. Mais il faut bien comprendre, et en général ils comprennent qu'il vaut mieux utiliser votre support qui est déjà prêt que d'attendre que techniquement on puisse le mettre sur une lettre de liaison qui n'existe pas encore. Bon. Il est important de formaliser le retour que vous faites. Et j'insiste, je crois que j'ai déjà dit une ou deux fois, c'est pas parce qu'il n'y a aucun problème qu'il ne faut pas le dire. S'il n'y a aucun problème et que vous le dites, votre expertise fait que tout le monde sera rassuré. Évidemment, dans la restitution, on met le bilan médicamenteux optimisé. On émet également son analyse pharmaceutique, pas brute, celle que vous avez déjà un petit peu travaillée. Et puis derrière, on peut y mettre plein d'informations en fonction du temps qu'on a, en fonction du patient, en fonction de ses compétences. On peut mettre des choses en lien avec la vaccination, on peut mettre des choses en lien avec le patch anti-tabac. Enfin voilà, c'est des choses qui me passent par la tête. À qui on fait un retour ? Avant de restituer de manière formalisée, déjà, on discute avec le patient. Si on va lui demander d'arrêter son émène, il faut quand même qu'il soit prévenu. Ça paraît être la moindre des choses. On discute avec les oncologues pour les interventions. On discute aussi avec les infirmières du service parce que c'est important dans certains cas qu'elles soient aussi au courant. On prévient son collègue officinal des modifications qu'il va constater à la sortie du patient. Si besoin, le médecin traitant également, on peut le prévenir assez rapidement et pas uniquement par voie formalisée. Pourquoi pas l'infirmière à domicile, ça va vraiment dépendre du cas, peut-être un petit peu moins. Pourquoi pas le médecin spécialiste également en fonction du cas de figure, et là je pense que la liste n'est absolument pas exhaustive. Par contre, pour le retour formalisé, il faut au moins qu'il soit à l'endroit du patient, c'est la moindre des choses, c'est quand même ses données, ça lui appartient. À l'oncologue du service et à l'infirmière, mais ça en théorie, si vous avez la chance d'avoir des logiciels qui vous le permettent, c'est directement accessible dans le même logiciel partagé. Aux collègues officinal et aux médecins traitants, ça semble également être un minimum. Je ne sais pas s'il y a des collègues dans la salle qui diffusent en ville au-delà de ça de manière systématique. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. On aurait pu la poser sous forme de quiz. Désolé, j'ai oublié. Mais pourquoi pas. Alors après, qu'est-ce qu'on va restituer et comment ? Ça va être finalement les deux questions centrales de cette 5e partie. En fait, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas non plus de recommandation par rapport à ça qui soit précise. En général, on va trouver un compte-rendu pharmaceutique, certains vont appeler ça autrement. On peut trouver dans certains cas un plan pharmaceutique personnalisé, comme ça a été décrit récemment par la Société française de pharmacie clinique. Et à partir de là, par exemple un plan de prise, tout autre document que vous jugeriez, vous, utile de porter à connaissance des professionnels de santé, notamment ambulatoires. Le support approprié, ça s'entend, il peut être le même pour tout le monde. C'est quand même, alors d'une part, c'est assez transparent, c'est-à-dire que le patient voit réellement ce que vous racontez aux médecins et aux pharmaciens, mais c'est aussi un petit gain de temps, à mon avis, d'utiliser le même support pour tout le monde. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous devez faire attention à comment vous écrivez les choses. Donc on peut effectivement perdre du temps en étant sélectif selon l'intervenant, c'est qui est aussi tout à fait discutable et envisageable comme process. Moi, je vous conseillerais par contre d'avoir des système semi-automatisé, c'est-à-dire que vous ne partez pas d'une fiche Word blanche pour chaque compte-rendu. Ça paraît évident ce que je dis, mais préparez en avance
pour avoir le minimum à changer. Le tout automatique, à mon avis, ne marche pas. Mais vous aurez toujours un peu de manuel à faire, mais il paraît évident qu'il faut utiliser des supports standardisés et aller plus loin quand vous allez être un petit peu rodé, si vous l'êtes déjà, pourquoi pas se créer un Excel et avoir des phrases toutes faites, toutes standardisées pour certains problèmes, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir des phrases identiques pour des problèmes identiques à adapter à la fin sur 2-3 formulations, sur une conclusion en fonction du patient. D'accord ? C'est toujours plus sympa que d'avoir à tout réécrire à chaque fois et de se rappeler comment on a écrit si bien ça il y a 2 semaines et d'aller récupérer un courrier pharmaceutique pour voir comment c'était écrit, parce que c'était vachement bien écrit. Et à partir de là, je parlais d'une époque formidable parce que, à mon avis, aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir une équipe informaticienne du centre hospitalier qui est bien performante, il y a moyen de faire des très belles choses. Il y a moyen d'utiliser des formulaires, mais il y a moyen de créer, parfois en collaboration, des formulaires dédiés à cette activité-là. Il me semble que c'est possible. Et ça, c'est quand même génial parce que ça vous permet d'avoir en général une place dans le dossier électronique du patient aux côtés des autres spécialités. Et puis, dans certains cas, ça permet même de générer à partir d'espèces de formulaires des courriers pharmaceutiques qui nécessitent en général pas mal de versions, je vous rassure, mais qui sont quand même un gain de temps assez considérable. Alors du coup, je vais me permettre de donner un exemple. C'est un exemple qui est utilisé avec le logiciel qui vient des HCL, qui s'appelle Easily, qui n'est pas forcément très très répandu sur le territoire, pour lequel vous avez des formulaires tout faits qui ne sont pas très jolis, mais qui servent uniquement dans le dossier patient. Qui contiennent des informations classiques avec des noms, des valeurs biologiques, qui vont contenir le BMO, avec les médicaments de chimio, les médicaments annexes, les médicaments ambulatoires du patient, pour lesquels vous allez également pouvoir mettre les interactions éventuellement détectées et les commentaires que vous souhaiteriez apporter. Bon, celui-ci, on était un petit peu bavard, je ne vous le cache pas. Mais voilà, vous voyez qu'à la fin, on a été un peu plus loin que les simples interactions en parlant de la vaccination antigrippale parce qu'on devait être au mois de novembre, etc. etc. D'accord ? Et donc, à partir de ça, il y a la possibilité aujourd'hui, en l'an bientôt 2020, de générer, comme le font les médecins finalement, des courriers automatiquement qui vont venir utiliser toutes ces données-là pour les remettre dans un cadre que vous aurez retravaillé au préalable et vous retrouvez finalement toutes ces données sur un courrier qui, lui, peut être transmis à l'extérieur. Alors c'est fait soit manuellement, on va en parler un petit peu après, ça peut être fait également de manière automatique avec les messageries sécurisées. Là, à partir de là, vous pouvez finalement aller jusqu'au bout ou vous arrêter et revenir au bon vieux papier. Peu importe, mais ça, je ne vous le cache pas à titre personnel que c'est vraiment très confortable et c'est un gain de temps assez extraordinaire. Si vous êtes en manque d'inspiration, je reviens encore une fois sur les recos SFPO de 2017 sur les entretiens pharmaceutiques. Il n'y a pas de raison que les courriers proposés dans les annexes ne soient pas utilisables, évidemment avec des modifications, puisque ceux-ci sont appliqués uniquement aux consultations pharmaceutiques de thérapie orale, mais vous pouvez tout à fait vous inspirer de la forme, des formulations, on est parfois un petit peu en mal de formulation, pour proposer un support qui sera adapté à votre activité pharmaceutique. Une dernière chose peut-être, à partir du moment où on sort les données de l'hôpital, il me paraît même indispensable de demander au patient l'accord, bien évidemment, de le prévenir. Je ne sais pas, on aurait également pu poser la question, à titre personnel, je pense qu'on a 0,5% de refus peut-être de transmettre à la pharmacie pour des raisons qui sont parfois tout à fait légitimes, des anciens employés, des choses comme ça. On a vraiment très très peu de refus, mais la moindre des choses, c'est obligatoire, c'est de demander aux patients, de bien les prévenir qu'on est susceptible de transmettre ces informations aux autres professionnels de santé de l'hôpital, mais également aux pharmaciens de ville et aux médecins généralistes. Voilà, en général, il y a quand même très très peu de refus. Ah, une question. Quelles sont, selon vous, les modalités de transmission dites sécurisées, entre guillemets, des comptes rendus pharmaceutiques ou d'ailleurs de tout autre type de document contenant des données sensibles? Une restitution par téléphone, le courrier postal, l'envoi électronique sur la boîte mail de la pharmacie d'officine. Alors j'ai cité des boîtes mail, je suis désolé, j'ai pris Caramel ou laposte.net, m'en voudrait pas. La transmission par fax ou la transmission par mail sécurisé, MS Santé ou ApiCrypt par exemple. L'engouement grimpe encore parce qu'on a quasiment 80 réponses. Bon, évidemment, on a tout de suite envie d'aller cocher la dernière, ça paraît logique.
Alors selon vous, quand même, je note bien que vous êtes très très peu favorable, ou en tout cas en confiance avec une restitution téléphonique, de même qu'avec un envoi électronique sur la boîte Caramel ou MSN. Par contre, vous êtes un peu moins embarrassé par une transmission par fax. Ça, c'est intéressant comme constat, je pense. Sachant que vous considérez quand même que le courrier postal et bien évidemment la messagerie dite sécurisée sont les modalités d'envoi qui sont les plus sécurisées, hein, puisque c'est dans le mot, comme on dit. Alors du coup, moi, je vais vous apporter un exemple de nos pratiques également en termes de documents qui sont transmis ou remis aux patients et à d'autres professionnels de santé. Donc nous avons 3 types de documents différents. Le premier, c'est le plan pharmaceutique personnalisé qui va en fait être un support qui va également nous servir au déroulé de l'entretien. Alors la première partie va concerner un petit résumé sur la cure de chimiothérapie que les patients reçoivent. Et puis ensuite, ça va être toute une partie descriptive sur les effets indésirables principaux. Donc ça va être regroupé par type d'effets indésirables. Donc vous comprenez bien que ce plan pharmaceutique personnalisé, il va y en avoir, alors je vous dirais dans un premier temps, autant que de types de protocoles de chimiothérapie, mais aussi autant de différents que de patients, parce que ce document va être réactualisé en fonction des particularités soit du patient lui-même et de son traitement. Dans les parties des effets indésirables, on va donner les quelques conseils de gestion de ces effets indésirables, les médicaments associés. Donc ça peut être un document qui, donc ça, vous avez vu, c'est le document qui est là, donc qui a la forme d'un courrier, qui peut facilement faire 2 ou 3 pages, ça, sans problème, parce qu'il y a quand même un petit peu de texte. Et puis également, donc là on ne le voit pas, mais il y a une partie qui fait un résumé sur la vaccination, les choses à faire, faites, les analyses biologiques avec un rappel des fréquences, du numéro de fax où il faut faxer l'analyse biologique, etc. Et puis la dernière partie est consacrée au traitement habituel, éventuellement automédication, avec un petit résumé de ce qui est pris par le patient. Donc ce document-là, en fait, vous avez compris, c'est un travail quand même en amont d'harmonisation de ce qui est écrit, et à la fois entre les collègues, mais aussi avec les messages qui vont être délivrés par l'équipe médicale, en fait, pour qu'on soit un petit peu tous en harmonie avec le message qu'on va délivrer aux patients. Et ce document, en fait, va être remis systématiquement au patient. Donc il va pouvoir le conserver avec lui. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la mesure où il nous l'autorise, on va aussi le transmettre à la pharmacie d'officine du patient et au médecin traitant. Et puis, alors, je vais vous dire, à tout autre professionnel de santé que l'on va juger nécessaire, en fait. Il n'y a pas franchement de règles après strictes. Ça va être en fonction de si, comme on l'a dit tout à l'heure, on a touché ou discuté du traitement antihypertenseur et qu'on a eu besoin d'appeler le cardiologue, on va éventuellement l'envoyer au cardiologue. Bref. Le deuxième document, ce qu'on appelle nous synthèse des traitements médicamenteux, va faire le bilan des médicaments en cours, mais on va bien mentionner s'il y a eu un ajout, un arrêt ou une modification, et on précisera également quelles sont les sources qui ont été utilisées pour faire le bilan. Donc ce document-là, on va en pratique le remettre éventuellement aux patients, et on peut le transmettre aussi en pratique aux pharmaciens d'officine ou aux autres professionnels de santé. Le troisième type de document qu'on utilise, on l'appelle le compte-rendu pharmaceutique. Donc ce document résume en fait notre entretien pharmaceutique. On va avoir une partie sur la tolérance, une partie sur l'adhésion, une partie sur notre avis pharmaceutique. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va formaliser éventuellement notre intervention. Et il a pour vocation aussi de servir pour le suivi et pour les échanges avec nos confrères officinaux ou aux autres professionnels de santé. Donc celui-ci, en revanche, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous on a pris le parti de pas l'envoyer, enfin pas de remettre aux patients, mais ce qu'on vous montre aujourd'hui, là, tout de suite, c'est des exemples d'organisation de fonctionnement. Après, libre à chacun
de faire un petit peu en fonction de ses idées, mais en tout cas, nous, c'est un document qu'on ne remet pas aux patients. Et donc, on a abordé là dans le quiz la transmission des documents. Donc, effectivement, si on se pose la question quels sont les modes possibles, entre guillemets, de transmission des documents, vous allez me dire, bon, bah, on vient de dire qu'on remettait des choses directement au patient, très bien. Le courrier, bon, on sait que c'est un mode de fonctionnement qui existe, qui est très utilisé. Alors le fax, c'est effectivement compliqué parce que bien que ça soit un système qui, a priori, est sécurisé, on l'entend tous que sécuriser le numéro que l'on va composer sur le fax peut être éventuellement compliqué. Alors après, je pense que si on peut ouvrir la question, après on pourrait faire un débat sur ce point-là. Je ne vais pas vous apporter une solution toute faite aujourd'hui. En revanche, ce qu'il est bien important que vous ayez en tête en ressortant aujourd'hui, c'est qu'en aucun cas, les mails, des mails personnels ou même vendus ou associés à des logiciels de gestion des médicaments officinaux ne sont des messageries sécurisées. Il faut faire très attention parce que certains éditeurs disent un petit peu que c'est sécurisé, mais non, ce n'est pas sécurisé. Les mails, les messageries sécurisées actuellement qui existent sont AppyCrypt et MS Santé qui s'appellent maintenant Mailiz, je vous ai mis les logos. Et donc ce ne sont que ces systèmes-là qui sont des mails sécurisés. Mais attention, ça veut dire que votre adresse mail doit être une adresse mail AppyCrypt ou MS Santé. Ce n'est pas que celui qui reçoit le mail qui doit avoir une adresse mail MS Santé. Alors après, on pourra débattre un petit peu là-dessus. C'est très dépendant des régions, je pense. C'est pas si simple non plus pour ouvrir une messagerie, mais enfin, je pense que c'est une question aussi d'évolution des pratiques et on doit tendre vers ce système-là, à mon sens. Je vous ai mis aussi à côté un exemple comme tu avais fait tout à l'heure, un exemple de type de contenu d'un mail qu'on peut éventuellement envoyer. Alors après, si vous envoyez quelque chose où vous savez que ce n'est pas une voie très sécurisée, faites attention à anonymiser tout. Envoyez pas des données de santé. Alors, on a évoqué ça en préparant l'atelier, et donc j'en profite pour le rappeler. Une donnée anonyme, c'est pas que le nom. Il vous suffit d'avoir une période de temps d'hospitalisation, un lieu, un service, éventuellement une chimiothérapie pour retrouver assez facilement le nom de la personne. Donc, ça peut devenir très compliqué si on s'amuse à faire ce genre d'anonymisation. Et alors, le dernier point, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc, évidemment, c'est avec nous, notre contexte local. Donc, nous, on travaille avec DXCare. Donc, il a été possible de créer un questionnaire dans le logiciel qui permet une saisie d'un certain nombre de données. Et cette saisie dans le logiciel permet de générer en partie, du coup, c'est semi-automatisé, de générer des courriers. Donc, il y aura toujours une étape de relecture, de vérification, de modification des courriers. Et bref, une fois que ça a été fait, on peut, de la même façon que les coordonnées des médecins spécialistes, traitants, etc., sont rentrées dans le logiciel, rentrer l'adresse mail sécurisée des pharmaciens d'officine et donc en un clic ensuite envoyer le courrier une fois qu'il a été validé par messagerie sécurisée. L'avenir, il faudrait que je vous revienne vous en parler un peu plus tard, mais ça serait effectivement d'implémenter le DMP directement de la même façon qu'on envoie les courriers de façon automatisée. C'est toi qui fais Alors pour conclure cette avant-dernière partie, j'anticipe, effectivement, avant de commencer tout ça, accordez-vous sur les informations et sur les messages que vous comptez restituer. Qu'est-ce que vous comptez restituer? Qu'est-ce que vous ne comptez pas restituer? J'ai un exemple qui me vient comme ça. Nous, quand on avait parlé de ces courriers-là, on s'était posé une question. Est-ce qu'on met dedans les allergies que nous ont éventuellement rapportées les patients? Et bien en fait, c'est pas si simple que ça comme question. Et finalement, on ne l'a pas fait parce que d'un point de vue réglementaire, il y avait beaucoup de questions qui ont été soulevées, y compris par le département d'informatique, qui nous l'ont déconseillé en fait. Donc nous, on le met dans notre formulaire, mais ça n'est pas reporté dans les courriers, éventuellement sous forme de commentaires, on va dire, très personnalisés, si vous voulez, mais pas en systématique, de même que pour simplement les comorbidités des patients, parce que soit les professionnels de ville sont au courant, soit finalement, c'est pas ce qui est le plus important dans le contexte. Donc c'est quelque chose qu'on ne met pas, nous, typiquement.
Donc, je l'ai déjà dit, document standardisé mais à compléter. Tout ne peut pas être standardisé automatiquement. Vous aurez une part de manuel, mais c'est beaucoup plus simple quand les choses peuvent se générer de façon assez automatique. À mettre au sein du dossier patient. Et puis je vous renvoie vraiment aux problématiques qu'a très bien décrit Amélie sur les modalités d'envoi et d'échange. Faites attention, posez des questions, même tout bête, c'est pas du tout obligatoire, mais posez la question ce qu'on appelle au collectif des usagers de chaque hôpital. Ils ont souvent des très bonnes remarques à vous faire. Déjà, ça vous donne un petit label, c'est pas désagréable que d'avoir des usagers qui vous disent que votre truc, il n'y a pas de souci, il est bien, vous pouvez l'envoyer. Et puis derrière, vraiment, c'est des gens qui passent beaucoup de temps sur les histoires des droits des patients et tout, et qui ont beaucoup de suggestions intéressantes en général. Est-ce que vous souhaiteriez, avant qu'on passe à la dernière partie, apporter des compléments d'information ou peut-être une remarque contradictoire ? Je suis pharmacienne d'officine et donc je suis très intéressée par... Non, je n'étais pas là tout à fait au début. Ah bon, bah alors voilà, je suis là. Et donc, évidemment, on est très intéressé par tout ce que vous faites. Et sur Montpellier, on travaille justement avec l'ICM sur le retour que nous, on peut vous faire ensuite de tout votre travail et comment on peut collaborer avec vous. Et donc, on a travaillé d'une part sur vos attentes en termes de retour et on a travaillé aussi sur nos attentes en termes d'informations que vous pouvez nous transmettre. Voilà, donc c'est en cours. On travaille sur les supports, justement, pour voir avoir des supports où on a une petite place, nous, pour pouvoir vous répondre, pour limiter les papiers, parce que on a toutes nos contraintes techniques à l'officine. C'est vrai que si on reçoit un truc de 8 pages, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on vous tiendra au courant de ce qu'on fait, mais on est très preneur de ça. Merci beaucoup pour votre commentaire. Et effectivement, c'est bien que vous puissiez représenter un peu la diversité des métiers. Effectivement, au début, on avait demandé, mais vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'arriver. Et effectivement, ça, c'est une question qu'on va aborder dans la dernière partie. Ça fait partie, à mon sens, des indicateurs que nous, on a intérêt à suivre. Justement, est-ce qu'on a des retours déjà ? Et si oui, quels sont-ils ? De quelle nature ? Ça me paraît extrêmement important. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle ? J'avais juste une question concernant le temps que vous passez pour les entretiens avec les patients en moyenne dans vos différents hôpitaux. Parce que... alors après, ça va dépendre que, si c'est, comme on disait tout à l'heure là, dans la première partie, le C1J1 ou si c'est un suivi, c'est-à-dire une deuxième, troisième, quatrième entretien. Donc forcément, ça va être beaucoup plus long. Donc avec les patients, on avait fait un travail, enfin ça fait partie des indicateurs, donc on est à peu près, on va dire, à 45 minutes. Et après, ça diminue si c'est les entretiens de suivi. Et si on a fait, je le mettrai plus tard, la moyenne de tout, que ce soit mélangé, je veux dire, entre les C1, J1 et les suivis, on est à 30 minutes. Mais c'est que le temps avec le patient. Après, il y a beaucoup plus de travail, de temps de travail à côté. Vous revoyez systématiquement tous les patients ? Quasiment. Alors, bon, après, c'est une expérience, enfin, c'est un exemple d'expérience, mais donc, normalement, on voit tous les patients en C1J1 et après, les suivis, ça va être en fonction d'un certain nombre de critères que je pourrais détailler peut-être à un autre moment après, plus tard, mais c'est pas tous les patients tous les jours, sinon ça serait impossible. On l'avait effectivement un peu évoqué dans la première partie, les suivis. Moi, j'ai pas de critères à vous donner objectifs de s'il faut suivre ou pas un patient. Ça va vraiment dépendre de votre cas. Mais effectivement, on peut pas suivre tous les patients. Ça paraît un peu démentiel. Donc, il y a certains patients, on va se dire, typiquement, lui, il faudra le vérifier. Mais à titre personnel, quand je suis en forme, etc., non, quand le patient n'a pas de problème particulier, nécessite pas des grosses interventions, moi, je suis à peu près en tout compris 1 heure, à peu près. Hein. Ouais. Entretien patient, alors il y avait plusieurs, oui, les toutes premières. Il y avait un temps de 10 minutes qui m'avait paru très très court. C'était le référentiel du Canada, alors après je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans aussi, si vous voulez. Après c'est peut-être aussi des professionnels qui arrivent, qui ont leurs questions toutes faites, j'en sais rien en fait, très clairement. Oui, moi je trouve que c'est un petit peu faible aussi, même si je ne vous cache pas que ça m'est arrivé que ça ne dure pas très très longtemps.
Tout simplement face à un patient un petit peu expéditif, je ne suis pas certain que ce soit notre rôle d'insister lourdement non plus, quoi. Donc c'est peut-être pas un bon exemple. Vous voulez compléter ? Ok, allez. Donc on va aborder la dernière partie. Ça y est. Qui, elle, va justement s'intéresser à, il y a un moment, une fois que vous avez mis en place tout ça et que vous commencez à rouler un petit peu votre boss, n'oubliez pas qu'il faut constamment tracer ce qu'on fait dans le but, pas unique, mais dans le but de le valoriser. Alors quand je dis valoriser, ça inclut énormément de choses à l'intérieur. C'est de la valorisation pour l'exercice entre les deux services, de la valorisation entre ce que vous faites et la ville, de la valorisation auprès de l'institution dans laquelle vous travaillez et qui vous finance, de la valorisation scientifique dans la littérature. Il y a énormément de choses à faire et on va essayer de discuter un petit peu de tous ces enjeux autour de cette valorisation. Alors je reviens encore une fois, c'est les buts de l'atelier aussi sur les recommandations SFPO de 2017 pour les thérapies orales, qui vous disent en guise de recommandation que l'activité de ces consultations est enregistrée, mesurée, tracée et fait partie du bilan d'activité de la PUI et de l'établissement, tout à fait. Et à l'intérieur, voilà des idées, ce n'est pas exhaustif, mais des idées d'indicateurs qu'il peut être intéressant de mettre en place. Déjà évidemment le nombre de patients, ça c'est important qu'à la fin de l'année vous puissiez dire exactement combien de patients ont été vus, combien de patients ont été vus et combien de patients ont été vus en termes de suivi, etc. Donc un nombre total de patients et un nombre total d'entretiens qui n'est pas toujours le même nombre. Le nombre de BMO réalisés, le nombre de prises de contact avec les professionnels de santé ambulatoire, ça c'est le point qui vient d'être évoqué et qui moi m'intéresse beaucoup aussi. Effectivement, on a parfois la sensation que les retours sont finalement assez rares, sauf qu'en fait quand on creuse bien, c'est juste que voilà, les gens ne vont pas vous appeler pour vous remercier, c'est pas le but non plus. S'ils ont l'occasion de le faire, ils le font toujours, mais ils ne vont pas vous contacter uniquement pour ça, donc ça c'est tout à fait normal. Et effectivement, dans quel délai ? Dans quel délai on a un retour sur un envoi de documents depuis l'hôpital ? Ça, c'est important aussi. Alors, tout simplement, d'un point de vue strictement pharmaceutique, le nombre d'actions au sens large pharmaceutique, je dis intervention, vous savez bien que ça entend énormément de choses. Et puis, évidemment, quelles ont été ces interventions ? Est-ce que c'était plus souvent des interactions ? Est-ce que c'était plus souvent des problèmes de monitoring, etc. etc. On retombe encore une fois sur une discussion précédente. Quel est le temps moyen, si on arrive à le mesurer, de ces consultations de manière générale, et qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, corréler au temps et aux ressources pharmaceutiques disponibles. Ça, il faut absolument pas avoir... Enfin, moi, j'espère qu'on ne donne pas l'impression d'avoir un discours très idéaliste. C'est pas le but du tout. Au contraire, depuis la première partie, on est constamment rattaché à... pas uniquement au temps qu'on passe, parce que le temps qu'on passe, ça veut rien dire. C'est le temps qu'on passe par rapport aux tâches qui nous sont affectées, par rapport à notre salaire, etc., etc. C'est ça qui est important. Et puis, même si je considère qu'en fonction de la façon dont c'est fait, ça peut prendre différentes formes, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir la satisfaction des patients et des professionnels de santé. Je m'entends demander pour moi la satisfaction des patients à la sortie de l'entretien, c'est toujours un peu bizarre, je trouve. Mais bon, voilà, ça peut être fait d'autres façons, mais pourquoi pas. Anticipez également, comme tout, les indicateurs que vous souhaitez suivre. En général, je ne vous le cache pas, on a tous eu des travaux comme ça où on s'est rendu compte que si on avait anticipé un petit peu, on ne serait pas là à 21h à l'hôpital à faire du recueil de données rétrospectives sur l'année, n'est-ce pas ? Donc pensez-y à essayer de recueillir le plus de données possible, toute proportion gardée, pour éviter d'avoir à venir rechercher toute une année de données parce que vous avez oublié une donnée précise. Je n'ai pas d'expérience personnelle à relater là-dessus, mais les recommandations allaient dans le sens d'un échange également avec le département d'information médicale de votre établissement. Ça, c'est important aussi. Et puis une communication évidemment à mettre en place avec les oncologues et les paramédicaux, avec les associations de patients. Pourquoi pas penser également, pourquoi pas présenter ce genre d'activité auprès de la Ligue contre le cancer. C'est un exemple, voilà, je n'ai pas de lien particulier, c'est un exemple qui me vient en première intention. La commission des usagers, les médecins généralistes, les pharmaciens d'officine, profiter des réunions régionales qui sont parfois organisées pour présenter ce genre d'activité. C'est des choses qui sont en général assez accessibles et qui sont toujours très très intéressantes en termes d'échange. Alors moi, ça va être rapide, j'ai une diapo à vous montrer. Nous, on a beaucoup travaillé dernièrement, et on n'ira pas forcément plus loin là-dessus, sur la priorisation des patients, parce qu'on s'est dit, pour l'instant, on arrive à tous les voir, mais est-ce que ce sera toujours le cas d'une part ? Et même si c'est le cas, est-ce que ça ne serait pas intéressant de valoriser, c'est pas encore le cas dans la littérature, mais de valoriser ces données pour d'autres centres qui auraient moins de chances que nous et qui pourraient se lancer, mais à petite échelle, si vous voulez. Et du coup, on s'est un petit peu intéressé, nous, à analyser avec une méthodologie, évidemment, dans un premier temps univariée puis multivariée après, à essayer de savoir s'il y avait réellement des facteurs prédictifs d'action pharmaceutique. Et en fait, on en a trouvé, mais vous n'allez pas être étonnés. On retombe sur le nombre de médicaments, alors supérieur à 9 ou supérieur à 5 en fonction de ce qu'on a inclus dedans. On s'est rendu compte qu'on avait toujours plus de choses à faire statistiquement lorsque les patients avaient plus de 75 ans.
Et, encore une fois, pour enfoncer des bonnes portes ouvertes, les patients qui avaient un IMC inférieur à 19 étaient des patients sur lesquels on avait significativement également plus d'action. Voilà. Et on n'avait pas forcément d'autres choses qui ressortaient, même en termes de discipline oncologique, c'était entre le thoracique et le digestif, et il n'y avait pas forcément grand-chose qui ressortait en multivarié. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et moi, j'ai une question à vous poser avant de laisser la place à ma collègue pour la dernière partie. Alors, évidemment, il s'agit de données qui sont assez récentes. Évidemment, ce sont des données qui ne sont pas issues de méta-analyses, etc., mais d'une étude. Mais à votre avis, sur un système qui est quand même plutôt bien rodé, combien peut représenter le coût-bénéfice d'une activité de pharmacie clinique oncologique en HDJ? En d'autres termes, combien peut être récupéré virtuellement d'argent, d'euros, pour un euro investi? C'est un petit peu l'idée. À votre avis? Alors, là, il y avait finalement une seule bonne réponse, mais encore fallait-il le savoir. Il a été montré récemment dans un centre de l'Est de la France que pour 1 euro investi, il était possible de récupérer, de mémoire, c'est 3,40 €, c'est ça, à peu près. Alors, c'est des données qui sont issues d'un travail assez colossal et qui ont été valorisées dans un premier temps sous forme de thèse exercice. Mais maintenant que j'ai mis la bonne réponse, on va arrêter ici le quiz. Donc voilà, il y a quand même certains collègues français, très récemment, qui ont réussi à montrer que pour 1 euro investi, on pouvait en théorie valoriser en récupérant 3,40 €, donc entre 3 et 4 €. Je me doute que ce genre d'information va vous donner envie de discuter, d'échanger, de critiquer certainement. C'est quand même le but de l'atelier, donc je vais pour cela laisser la parole à ma collègue de Dijon. Non, plus sérieusement, ça va être important qu'elle puisse vous préciser un petit peu ce que c'est et puis que derrière, on puisse vraiment avoir un temps d'échange. Merci pour cette belle introduction. Du coup, moi, je vais vous faire partager notre expérience. Donc, juste le mérite d'être une expérience, mais ça peut être intéressant justement quand on cherche à valoriser notre travail. Donc, pour cela, je veux vous resituer un petit peu le contexte. Donc, moi, je travaille au CHU de Dijon et donc on a eu la chance d'être reçu, on va dire, à un appel d'offres des GOS qui nous a permis en fait d'obtenir la somme de 250 000 €. Et effectivement, c'est peut-être aussi grâce à ça que nous avons pu développer cette activité, mais c'est aussi grâce à ça que nous avons dû et que nous avons essayé de valoriser l'activité en partie. Et du coup, donc, je remercie Mathieu Boulin qui est tout au fond de la salle. C'est son travail principalement. Ainsi que toute l'équipe qui travaille donc, dans ce projet qui s'appelle chez nous HumaCoach. Alors, tu le disais tout à l'heure, on doit communiquer, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on communique aux différents congrès où on peut communiquer nos travaux, et puis on a des internes qui travaillent aussi sur le sujet. Et donc, ce que je vais vous présenter après est issu des 2 travaux affichés ici. Donc, en termes d'indicateurs, comme tu le disais tout à l'heure, donc il y a une partie d'indicateurs qui sont, on va dire, des indicateurs comptables, c'est-à-dire qu'on va suivre quel est le nombre de... Donc ça, c'est les résultats que je vous présente en 2018. Donc, donc c'était un peu après le démarrage du projet, donc on avait quand même déjà le recul du démarrage. Donc, sur l'année 2018, 258 patients ont été suivis donc, dans cet hôpital de jour oncologique qui regroupe à la fois l'hématologie et des spécialités oncologiques comme la dermatologie par exemple, mais bien d'autres. Donc là, je vous ai mis 60% des patients étaient suivis pour une hémopathie maligne. Donc effectivement, ces indicateurs-là que je vous décris ici
vont être saisis en prospective dans un énorme tableur Excel. Donc ce que je vous encourage à faire, ça va être de travailler éventuellement sur quels indicateurs vous voulez suivre et de travailler sur votre support de recueil, parce que bien évidemment, vous pouvez pas, c'est très compliqué de recueillir ces données en rétrospectif. Donc le travail de démarrage, une fois que le tableur ou que le support est réalisé, va être quand même beaucoup moins fastidieux au quotidien. Donc le nombre d'entretiens pharmaceutiques, ça représentait 1318 entretiens pharmaceutiques, et comme on l'a discuté tout à l'heure, ça regroupait à la fois des entretiens pour des patients en premier jour, enfin en C1J1, et des entretiens qu'on appelle nous de suivi, avec une durée moyenne d'un peu plus d'une trentaine de minutes pour l'entretien. On a évalué également la satisfaction des usagers, qui était plutôt très bonne. Et puis, on utilise également pour nos interventions pharmaceutiques la fiche de la SFPC que vous connaissez sans doute. On vous l'a quand même remis ici pour illustrer. Et donc, sur cette période, nous avons réalisé 1970 interventions pharmaceutiques. Donc pour l'impact clinique, nous avons choisi d'utiliser l'échelle Cléo, que vous connaissez peut-être, qui est une échelle qui va permettre de coter notamment l'impact clinique. Là, je vous ai mis un résultat pour illustrer. Donc dans l'échelle Cléo, il y a un item qui s'appelle majeur. Donc je vous lis, je pense que vous voyez tous, mais l'IP peut empêcher un dommage qui entraîne ou allonge un séjour hospitalier ou entraîne une incapacité permanente ou un handicap. Et pour information, donc, nous avions sur ces interventions pharmaceutiques coté 148 interventions dans cette catégorie, ce qui représente 7% des interventions pharmaceutiques. C'est pour illustrer, ça sera important après dans le calcul de l'impact économique. Donc c'est pour ça que je vous ai mis uniquement ce résultat. Donc ça veut dire que pour un entretien pharmaceutique, on va avoir éventuellement plusieurs interventions pharmaceutiques, et que pour chaque intervention pharmaceutique, on va coter l'impact clinique avec l'échelle Cléo. Ensuite, pour l'impact économique, eh bien, alors ça, je vous présente la méthode que nous avons utilisée. Il existe beaucoup d'autres méthodes. Celle-ci est quand même, je pense, assez robuste. Donc on a choisi de travailler selon ce qui a été décrit, donc à la fois dans un article et dans une thèse de Vaux, et puis de toute l'équipe de Pierrick Bedouche, avec une définition qu'on va revoir après, qui va parler de cost saving et de cost avoidance, mais après on va parler en français, je vous promets. Donc que vous connaissez peut-être déjà, donc on va juste redire que du coup on va ajouter les coûts économisés par nos interventions pharmaceutiques aux coûts évités pour retirer le coût entre guillemets de fonctionnement qui chez nous va être le coût des pharmaciens qui vont travailler à ces entretiens pharmaceutiques. Alors ce travail-là que je vous présente, évidemment c'est en 3 diapos, un travail qui a pris beaucoup plus que ça, et avec tout un tas d'hypothèses de travail ou de choix méthodologiques qu'on pourrait discuter pendant très très longtemps, mais là l'idée c'était plus de vous donner des pistes de réflexion si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure. On pourra discuter après sans problème. Donc pour ce qui concerne les coûts économisés, donc là il va falloir estimer le coût journalier et on va tenir compte, si vous voulez, de la persistance de cette modification de traitement. C'est-à-dire que nous, sur l'année 2018, on est allé regarder, je vous donne un exemple, par exemple, on arrête un traitement, on va regarder combien de temps ça dure pour pouvoir multiplier ce coût journalier sur la durée, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, la persistance. Donc ça représentait pour... donc je vous ai dit oui tout à l'heure, donc le projet représente donc 2 pharmaciens assistants, et donc du coup les coûts économisés sur la période représentaient 175 000 euros. Pour ce qui concerne les coûts évités, donc si je peux me permettre, là ça va peut-être être un petit peu plus compliqué.
C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au coût de l'effet indésirable qui se serait probablement produit si nous n'avions pas fait l'intervention pharmaceutique. Donc on va multiplier le coût de cet effet indésirable par la probabilité de survenue de cet effet indésirable. Donc après, je vous parlais de choix méthodologiques. Donc nous, on a choisi de ne coter dans ces coûts évités que les coûts des effets indésirables que l'on avait, enfin, des effets indésirables liés aux interventions pharmaceutiques que l'on avait cotés comme majeurs. Donc on pourra discuter éventuellement après. Hein. Et du coup, cela représentait 390 000 euros. Je ne sais même plus tellement il y a de chiffres, bref, excusez-moi. Et donc, du coup, pour les coûts pharmaciens, je vous ai dit 2 pharmaciens par an pendant 2 ans. Donc, c'était ce qu'on a retiré, en fait, de notre calcul. Donc, tout cela nous a fait obtenir un ratio coût-bénéfice, si vous voulez, de 3,4 € non dépensés pour 1 € investi. Et si je reviens juste sur les coûts évités, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de paramètres à discuter éventuellement, vous allez me dire combien coûte un événement indésirable médicamenteux. Alors, vaste question. Hein. Donc effectivement, ce travail, il va forcément s'appuyer sur des données publiées, connues. Donc on ne va pas inventer les chiffres. Donc on est parti d'une étude de Bates, donc vous avez vu 1997, hein, donc éventuellement j'inviterai tous ceux qui le souhaitent à republier, retravailler sur des données, pourquoi pas sous l'égide de la SFPO, hein, enfin bref. Mais du coup, on a dû convertir, si vous voulez, transposer ce résultat de cette étude qui date déjà d'il y a un certain temps, qui était en plus faite aux États-Unis, mais qui est une étude robuste, qui est vraiment très bien faite, pour convertir donc, cette somme en France en 2018. Donc on obtenait un chiffre aux alentours de 7 300 € donc en France pour l'année 2018. Et vous allez me dire également, vous nous avez parlé de probabilité d'apparition des effets indésirables. Donc ça, effectivement, c'est aussi un sujet qui a été bien documenté. Et donc, on retrouve dans différents travaux la notion de séparer donc, les probabilités en fonction de cette échelle que je vous ai mis, donc 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,4, 0,6 et 1. Et après, il y a tout un travail de recherche bibliographique pour chaque intervention pharmaceutique, de savoir s'il y a une fréquence qui a été publiée dans la littérature. Donc ça veut dire que dans ces chiffres que je vous ai présentés dans la diapo d'avant, on a fait beaucoup de sélections et par exemple, on a choisi pour les interventions pharmaceutiques pour lesquelles on n'avait pas du tout de bibliographie, de coter la probabilité d'apparition à 0. Donc on est parti un peu du cas le plus défavorable, c'est-à-dire qu'on a enlevé le coût éventuellement qu'on aurait pu générer, entre guillemets. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à réfléchir. En revanche, c'est quand même très très important de pouvoir donner une estimation en étant conscient des limites éventuellement de la méthode et en pouvant les expliquer. Parce que clairement, vos institutions vont vous demander, si jamais ils sont d'accord pour partir entre guillemets dans l'aventure, des résultats ou même, c'est ce qu'on disait, hein, pas forcément que pour l'institution, mais pour nous tous. Je pense qu'il est très important que l'on fasse ces travaux, on va devoir les faire, hein, mais qu'on les communique, qu'on les reproduise pour pouvoir avancer et continuer en fait. Hein. Donc du coup, moi je pense que c'est pas la peine de rentrer plus dans les détails de la méthode. Ça vous donne une idée que c'est possible, il faut le faire et je vous engage tous à relever vos indicateurs et donc tracer tout ce que vous faites, réfléchir un petit peu en amont, mais le faire au quotidien, d'évaluer vos actions, que ce soit d'un point de vue clinique, médico-économique, et surtout de communiquer un maximum auprès et des professionnels de santé, de l'équipe avec qui vous travaillez, hein, et également de plus grande échelle, quoi. Voilà. Questions, peut-être? Je vais faire juste les diapos. Alors en guise de conclusion, j'ai juste 2 diapos parce qu'on est un peu pris par le temps et on aimerait quand même laisser la place à une seule question. Je ne vais pas enfoncer encore une fois des portes ouvertes. Vous l'avez compris, j'espère
Je vous rappelle que dans les HDJ, finalement, c'est là qu'on traite la plupart des patients en oncologie aujourd'hui, y compris lorsqu'on intègre dans notre réflexion les PEROS. C'est un point de transition à risque, il faut se le dire, et il faut aussi se dire que les actions peuvent permettre de le transformer en point fort dans la prise en charge médicamenteuse des patients. C'est un service où les choses vont vite, où les patients ne restent pas longtemps parfois, et donc il faut anticiper. Se lancer petit à petit, ça ne sert à rien de se lancer en ayant la volonté de voir tous les patients d'un coup. C'est la meilleure chose pour abandonner rapidement par manque d'énergie, d'effectifs ou je ne sais quoi. On a toujours plein de bonnes raisons de ne pas le faire. Et puis surtout bien tracer et valoriser son activité. Les recommandations, elles existent. Il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui, il n'y a pas un besoin immense d'avoir des nouvelles recos pour tout ça. Il y en a déjà, on vous l'a montré pendant l'atelier, j'espère. Je pense par contre qu'on a intérêt à échanger beaucoup plus sur nos pratiques, y compris d'un point de vue territorial, c'est-à-dire avec les autres collègues ou, comme on le fait parfois, peut-être pas assez au sein des réseaux comme la Société française de pharmacie oncologique pour sa version junior. Et puis, valoriser nos bases de données, ça c'est important au niveau de l'établissement, au niveau de la recherche de facteurs prédictifs, pour mesurer, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est toujours le plus difficile, n'est-ce pas, d'aller mesurer réellement ce que nos actions permettent en termes de résultats de santé des populations. On va dire que ça c'est le stade ultime. Et puis comme ça vient d'être présenté, n'oubliez pas d'également évaluer les coûts-bénéfices, c'est toujours intéressant de pouvoir en discuter au moins avec l'institution à minima. Je n'ai pas plus d'éléments à vous apporter, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut avoir le temps, monsieur le modérateur, pour une remarque ou une question ? Désolé, parce qu'on a déjà un tout petit peu dépassé. Surtout sur la dernière partie, j'imagine. Merci, c'était juste une remarque justement par rapport à cette étude à Dijon. Je pense qu'on peut aussi valoriser du coup en termes d'économie l'impact d'un pharmacien en hôpital de jour sur les PHEV. Parce qu'il y a un impact avec les prescriptions en DCI, la prescription de biosimilaires sur les facteurs de croissance, et je pense que c'est aussi quelque chose à valoriser. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Bon, de toute façon, on aura, j'espère, l'occasion d'aller échanger un peu dans des circonstances encore un peu plus sympathiques à l'extérieur. S'il n'y a pas de remarques immédiates, je vous propose qu'on arrête l'atelier et on vous remercie très très sincèrement pour votre présence aujourd'hui.